Jacques Attali, bonjour. Bonjour. Président de Positive Planète, vous avez été longtemps conseiller, bien sûr, de François Mitterrand. Vous publiez Peut-on prévoir l'avenir? On va en parler dans quelques instants. Vous diriez aujourd'hui, à la différence peut-être de l'attitude de François Hollande, qu'il faut asseoir Bachar al-Assad à la table des discussions sur la Syrie? Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de combattre Daesh, qui est d'ailleurs une des clés du problème des réfugiés. C'est en combattant Daesh qu'on réglera une partie de ce problème, mais en même temps, c'est pas une raison pour parler avec un autre diable. Moi, j'ai toujours été contre tout ce qu'on a fait antérieurement. Je pense que le départ de Saddam Hussein et le départ de Kadhafi n'étaient pas des priorités majeures, et la suite l'a montré. Et je ne pense pas que le départ d'Assad soit une priorité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut parler avec lui et le considérer comme un interlocuteur valable. Oui, mais les Russes vont faire une proposition demain devant l'ONU pour une coalition élargie. On voit bien qu'il s'agit aussi de renforcer Bachar al-Assad, l'allié russe. Il y a une coalition de fait. De toute façon, j'imagine qu'on ne peut pas faire de frappe en Syrie sans se coordonner avec ceux qui sont sur le terrain. Donc il est certain, qu'on le veuille ou non, qu'on parle d'un point de vue technique avec les armées syriennes. Mais je ne pense pas qu'il faille aller plus loin. Oui, la France dit officiellement, on n'écarte personne, on discute avec tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il y a réellement des discussions, quand même? C'est vous qui êtes commentateur, c'est pas moi. Oui. Il n'y a pas aujourd'hui d'autre solution, finalement, que de combattre Daesh. C'est une véritable... La menace est réelle. Elle est réelle. D'abord, c'est un califat qui se construit. Tout pays peut se construire. On le voit avec ce qui se passe à Barcelone. On peut imaginer de nouveaux pays qui apparaissent. C'est pas le sujet. Mais ils doivent apparaître de façon démocratique, comme c'est le cas, ou ça sera peut-être le cas de la Catalogne. Mais un pays qui apparaît par les armes, en tuant, détruisant, en violant, c'est pas admissible. La communauté internationale ne peut pas l'accepter. Surtout que les conséquences que ça a chez nous par le jeu des réfugiés. Oui, vous parlez de la Catalogne à l'instant. Le gouvernement central dit la majorité, finalement, des Catalans ont voté contre l'indépendance, même si les indépendantistes sont majoritaires en siège aujourd'hui. Oui, c'est une étape dans une longue évolution. Je dois dire d'ailleurs qu'il faut être intéressant de reconnaître que tout le monde approuve et considère que la Catalogne peut devenir indépendante par un vote, et on verra bien si ça se poursuit, alors que tout le monde avait poussé des cris d'orfraie quand la même chose était arrivée avec la Crimée, qui a eu un vote, lui, qui n'était pas majoritaire, qui était à 90%, même si on peut penser qu'il y avait eu des influences externes dans ce vote, comme il y en a eu d'ailleurs dans le vote catalan. Donc, il faut là aussi se souvenir qu'on va accepter, si ça se produit en Catalogne, ce qu'on est encore en situation de refuser pour la Crimée. Oui, c'est une victoire de la démocratie, comme le disent les indépendantistes. Par définition, même si le vote eût été inverse, ça aurait été une victoire de la démocratie, puisqu'il vote, mais c'est rien de plus. Oui, ça veut dire qu'une Catalogne indépendante, c'est possible au sein de l'Union européenne? Oui, bien sûr, ce n'est pas du souverainisme, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Le vote catalan n'est pas du souverainisme, puisqu'ils veulent rester dans l'Union européenne. C'est simplement une Europe faite d'identités différentes, et ça fait partie de l'histoire. Oui, un mot, on va parler de l'avenir dans quelques instants de votre livre, Jacques Attali. Barack Obama dit qu'il faut un accord fort à la conférence climat de Paris. Beaucoup disent que cette conférence est mal engagée. Une grande partie des pays n'ont pas fourni encore leur contribution. On peut facilement prévoir l'avenir ici. Il y aura un accord. Cet accord sera considéré comme une victoire par certains. Beaucoup diront que c'est un échec. Je peux vous écrire déjà les commentaires du lendemain. On jugera ça quelques années plus tard. Et je pense que la réponse, elle n'est pas dans la conférence, elle n'est pas dans les diplomates, elle est dans le progrès technique et dans l'argent qu'on mettra. C'est là où la conférence peut jouer un rôle. Dans l'argent qu'on mettra sur le progrès technique qui changera les choses. Paris eût été envahi d'une couche de crottin de cheval de 100 mètres de haut si on n'avait pas inventé la voiture automobile au début du XXe siècle. Et c'est comme ça que se résoudra le problème. On voit aujourd'hui le scandale du diesel, par exemple. Est-ce qu'on fait assez, par exemple, en France, face à cette menace? Le diesel est aujourd'hui c'est une découverte assez récente que c'est un problème, donc il faut laisser le temps de le régler, mais évidemment il faut le régler. Le diesel devra disparaître. Vous avez présidé la Commission pour la libération de la croissance. Encore un mot, Macron, bête noire aujourd'hui des socialistes, parce qu'il veut revoir le statut des fonctionnaires ou rediscuter les 35 heures. Ça va plutôt dans le bon sens, selon vous? Bien sûr que ça va dans le bon sens. D'ailleurs, Emmanuel Macron était rapporteur général adjoint de cette commission, c'est un de mes amis, et quiconque a lu ce rapport, qui était unanimement approuvé
approuvé, je le rappelle, par des gens très différents, qui allaient de la CGT au MEDEF et de toutes sortes. Il était écrit noir sur blanc qu'il fallait revoir en détail et remettre sur la table le statut de la fonction publique. C'était écrit et ça a été unanimement approuvé par cette commission. C'est socialiste comme position malgré tout? Les étiquettes n'ont plus beaucoup de sens. Aujourd'hui, il y a le parti de ceux qui ne veulent pas bouger, il y a le parti de ceux qui veulent reculer et il y a le parti de ceux qui veulent bouger. Oui. Pourquoi vous écrivez Peut-on prévoir l'avenir, Jacques Attali, dans ce livre publié chez Fayard? Vous êtes, comment dire, une sorte de cartomancien de l'avenir? Non, parce que je crois que chacun d'entre eux peut prévoir l'avenir. Bien sûr qu'on peut prévoir l'avenir et chacun d'entre nous s'y emploie pour sa vie personnelle. Et moi, depuis très longtemps, j'essaie de prévoir et je raconte comment prévoir l'avenir. J'ai écrit beaucoup de livres sur la façon dont peut-être une brève histoire de l'avenir. Voilà, entre autres. Et j'ai voulu dans ce livre dire comment je fais pour prévoir l'avenir et permettre à chacun d'entre nous, à vous, à moi, à chacun de ceux qui nous écoutent, de prévoir leur avenir personnel, l'avenir de leurs proches, l'avenir de leur entreprise, l'avenir du monde, l'avenir de leur pays. Et c'est possible. Et j'essaie de montrer qu'à la fois, on a essayé avec l'astrologie, la chiromancie, et aujourd'hui des techniques très modernes comme... Mais il y a de véritables techniques scientifiques pour prévoir l'avenir. Il y a des techniques scientifiques maintenant pour prévoir l'avenir qui sont liées à l'usage des statistiques, qui viennent aussi avec la génétique. On peut prévoir beaucoup de choses sur votre date de mort, ou les maladies qui vous guettent, ou vos habitudes de consommation, ce que vous allez acheter dans la journée, mais on peut aussi, chacun d'entre nous, en appliquant un questionnaire que j'essaye de décrire en détail, prévoir son propre avenir et trouver les conditions de savoir ce qui va nous arriver à nous-mêmes. C'est possible et seul nous en empêche notre propre volonté de rester aveugle. Ça va à l'encontre finalement de l'ère du temps qui serait de vivre dans l'instant ou voir certaines idées religieuses qui voudraient prévoir l'avenir à leur façon. Oui, ou qui considéraient que l'avenir ne nous appartient pas et que ce n'est pas la peine d'essayer de le prédire parce qu'il est différent. Je pense qu'on peut prévoir l'avenir mais pas le prédire parce que l'avenir n'est pas déterminé et quand on le prévoit, eh bien on crée déjà les conditions d'être libre puisqu'en le prévoyant, on se donne le moyen de créer une différence entre ce qu'on prévoit et ce qu'il va être. Vous êtes engagé dans la politique, éditorialiste aussi. Est-ce que finalement la politique, c'est prévoir l'avenir? Est-ce qu'aujourd'hui la classe politique n'est pas assez dans cette perspective? Bien sûr, prévoir l'avenir est le fondement même de la politique. Si on avait prévu ou accepté d'entendre ce qui prévoyait, ce qui allait se passer et ce qui va se passer en termes de réfugiés, on n'en serait pas là. Si on avait intervenant à l'étranger comme on l'a fait, si ou on avait tombé des dictateurs, ou en se préparant à l'intégration, si on avait prévu ou accepté d'entendre ce qui prévoyait les évolutions du climat, on ne serait pas là. Ceux qui avaient prévu ou ceux qui en avaient entendu, ceux qui avaient prévu ce qui va arriver en matière de dette, etc., on n'en serait pas là. Donc c'est l'absence de prévision qui condamne à la politique à court terme et qui condamne des pays comme la France à des moments très difficiles devant nous. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'avoir été aujourd'hui notre invité. Je rappelle votre livre, donc c'est Peut-on prévoir l'avenir, le sien et celui des autres, donc il est publié chez Fayard. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.